Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres du journal. Dans le pays, l'État recrute 4000 nouveaux agents au compte du secteur de l'éducation. Les concours se déroulent du 20 au 21 août 2016. À la veille du démarrage de ce test, le ministre de la fonction publique rassure les candidats quant à la transparence qui caractérisera ces concours. Cependant, Sékou Kourouma met en garde les fraudeurs. Et puis lancement officiel du Festival national des arts et de la culture en Guinée. C'est une initiative du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. C'est en ce sens que la capitale Conakry accueille plus de 2000 artistes à partir de ce 18 août jusqu'au 10 septembre venant de toutes les régions du pays. Sur le continent, c'est l'un des plus gros scandales environnementaux d'Afrique. Il y a 10 ans, le Probo Koala déversait des tonnes de déchets toxiques à Abidjan. 17 personnes avaient été tuées et près de 100 000 intoxiquées. Certaines victimes n'ont toujours pas été indemnisées. C'est tout pour le sommaire. Le concours de recrutement à la fonction publique au compte de l'enseignement technique et préuniversitaire était la toile de fond d'un point de presse du ministre de tutelle ce jeudi. À cette occasion, le ministre Sékou Kourouma a tenu à rassurer les candidats sur la transparence de ce concours avant de se prononcer sur les résultats du test de recrutement pour le secteur de la santé. Mamadou Alfaba. Ils sont un peu plus de 50 000 diplômés guinéens à concourir pour 4 000 places au sein de la fonction publique. 3 500 pour l'enseignement préuniversitaire, 500 pour l'enseignement technique et professionnel, dont le concours de recrutement est prévu le samedi et le dimanche 20 et 21 août 2016. Grâce à l'informatisation du système, le ministre reste persuadé que la fraude ne sera plus comme par le passé. Les corrections vont se faire sur la base des anonymats. C'est les professeurs, les enseignants qui vont corriger. Et ils corrigent sur la base des anonymats. Ceux qui reportent les notes aussi, reportent les notes sur la base des anonymats. C'est après que le jury aura délibéré sur les différentes notes qu'en fin de compte, on va enlever les anonymats pour dire voilà exactement ceux qui sont admis et ceux qui ne sont pas. Qu'à cela ne tienne, Sékou Kourouma met tout de même en garde les cadres de son département qui se prêteront à des méthodes peu catholiques. Tous les cadres du département qui vont s'amuser à commettre des pratiques frauduleuses, ils s'exposent, n'est-ce pas, à des sanctions les plus sévères. En outre, le ministre de la fonction publique a expliqué le retard accusé sur la publication des résultats du secteur de la santé par la vérification des dossiers des différents candidats. Cette vérification a d'ailleurs permis au département de découvrir plus de 1000 faux dossiers. Il s'est révélé que 1754 candidats pour le concours de la santé ont présenté des faux diplômes. Et 59 autres candidats ont présenté des attestations à la place des diplômes. Ce qui fait que nous avons été amenés à éliminer des 18 000 candidats qui ont passé le concours. Nous avons éliminé donc 1813 candidats au compte de la santé. Le jury de délibération va siéger le mardi prochain et avant la fin de la semaine, nous allons publier les résultats. A rappeler que ces nouveaux fonctionnaires du ministère de la Santé ont tous pris l'engagement de servir partout où le besoin se manifestera dans le pays. Le séminaire méthodologique sur l'élaboration du plan national de développement économique et social 2016-2020 a pris fin ce jeudi à Conakry. Durant 3 jours de travaux, les séminaristes ont pris connaissance de la demande à suivre pour doter la Guinée d'un plan de développement fiable prenant en compte toutes les préoccupations des citoyens. Soirée Boubacar. L'élaboration de ce plan de développement national, économique et social de la Guinée intervient à un moment exceptionnel. Sorti à peine de la crise épidémiologique à virus Ebola, le pays a plus que besoin d'une meilleure orientation des investissements pour répondre aux réelles préoccupations de la population. D'où la nécessité de l'organisation de ce séminaire à l'intention de la Task Force, la cheville ouvrière de ce plan. La Guinée n'a plus de cadre de référence
pour ces actions de développement parce qu'on est à la fin du DSRP 3. On est à la fin aussi du plan quinquennal 2011-2015. Donc, c'est une priorité pour le gouvernement d'avoir un nouveau cadre de référence. Et cette fois-ci, l'option du gouvernement, c'est d'avoir un cadre de référence unique. Et c'est ce cadre qui est appelé Plan national de développement économique et social. Il est important pour le gouvernement d'avoir ce plan pour pouvoir avoir des bases de discussion avec ses partenaires au développement pour que ces actions soient accompagnées. Ce cadre de discussion a servi, selon toujours Sylvain Degbré, à mettre en place une méthodologie de travail pour que chacun dans son domaine précis puisse donner de la substance au PNDS. Je peux vous dire que ce séminaire a été constructif puisque ça lance les travaux des différentes équipes qui ont été mises en place. À rajouter que ce plan de développement national économique et social prend en compte aussi l'agenda de la préoccupation du programme de développement international. Avec le concours du ministre du Budget, la Direction nationale des impôts a procédé au lancement des travaux des États généraux ce jeudi à Fria. Objectif, améliorer la gouvernance fiscale du pays en vue de réaliser un certain nombre de défis, l'approbation du Code des impôts, créer la synergie entre les services et faire de la communication une priorité. Le compte-rendu de Moussa Sefa Kamara. La modernisation de l'administration fiscale, promotion du civisme fiscal, le recouvrement, les contentieux et la sécurisation des recettes sont les thématiques développées par les participants en plénière pendant ces 3 jours. Cela permettra de renforcer la capacité des services déconcentrés et l'administration générale. Ces états généraux font suite à un constat établi par une mission des membres de la direction à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Comme vous l'avez suivi, 18 préfectures ont été visitées, des constats ont été établis. Les faiblesses ont été relevées. Il est question aujourd'hui de retrouver les administrateurs des impôts pour partager avec eux les différents problèmes soulevés et en même temps proposer des solutions. Une mobilisation des fonds est nécessaire pour permettre à la Guinée d'honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Il faudra que l'administration fiscale à l'intérieur du pays puisse mobiliser plus de recettes pour combler les pertes de recettes qui vont résulter de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Aboubakar Marissa Kamara, directeur national des impôts, reste confiant quant à l'atteinte des objectifs. Je fais confiance à notre administration, je fais confiance au cadre de cette administration-là, parce que c'est eux qui vivent les réalités-là. Ils sont en même temps acteurs et ils doivent trouver des solutions. Si c'est d'autres qui sont acteurs et que nous devons trouver des solutions, c'est difficile. Mais si ça provient de nous, il est important qu'on se remette en cause et qu'on regarde la Guinée d'abord, avant nos intérêts partisans, pour essayer de prendre à bras le corps nos problèmes et les régler. Personne ne pourra le faire à notre place si ce n'est pas nous. Bien que la direction a besoin des résultats pour sortir la Guinée de l'ornière, mais l'application des résolutions issues de ce séminaire serait mieux, a conclu un participant. Pour une bonne protection de l'environnement, toutes les entreprises ont l'obligation de se doter d'un document appelé étude d'impact environnemental et social, un travail qui se fait sous l'égide de la Direction générale du Bureau guinéen d'études et évaluation environnementale. Saïdou Bari Sidibé en est le premier responsable. Il revient sur la définition de ce document. Suivez. Le plan de gestion environnementale et sociale comprend les activités qui seront réalisées dans le cadre du projet, les impacts qui seront générés par les activités et les mesures qui sont prévues pour éviter, corriger, atténuer ou minimiser ou compenser les impacts négatifs qui seront générés par ces activités. Donc, la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale ne relève pas du ministère de l'Environnement, mais du département environnement de ces entreprises et sociétés minières. Si l'exécution de ce plan relève du ressort des entreprises elles-mêmes sur le terrain, le contrôle, lui, revient au ministère de l'Environnement à travers le BGEE, le Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, comme nous le confirme ici Saïdou Bari Sidibé au micro d'Aboubakar Kondé. Notre mission, c'est de contrôler la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale et sociale à travers le renouvellement des certificats de conformité environnementale. Et cela se fait chaque année. Et au niveau de l'administration déconcentrée, il y a également le contrôle de proximité qui se fait par le comité technique de suivi environnemental et social au niveau des préfectures.
Culture, dans cette édition, 3200 artistes sont attendus à Conakry du 18 août au 10 septembre pour relancer le secteur culturel guinéen. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a officiellement lancé le Festival national des arts et de la culture, un espace d'expression aux yeux des créateurs du pays. Salou Yombounou. Il y a quelques années, la Guinée a brillé par sa culture à travers le monde. Dans presque toutes les manifestations artistiques et culturelles, le pays était dignement représenté par des orchestres qui nous revenaient sans distinction. Des périodes qui restent gravées dans les mémoires. Je vais vous en citer quelques exemples. Les ballets africains de Guinée. En 1968, médaille du meilleur groupe artistique aux Jeux Olympiques de Mexico. 1972, médaille du mérite de Kingston en Jamaïque, les ballets d'Oliva. Médaille d'or du premier festival panafricain d'Alger en 1969. L'ensemble instrumental et choral national. 1969, festival d'Alger, médaille d'argent au premier festival. Mais aussi, depuis quelque temps, le paysage culturel guinéen a changé. Le triomphe est moins au rendez-vous comparativement à la Première République. Cela ne passe pas également inaperçu. Depuis plus de 3 décennies, ces ensembles artistiques nationaux, véritables fers de lance du développement culturel de notre pays, évoluent dans un contexte extrêmement difficile. Marqué notamment par le manque d'infrastructures de création, de production et de diffusion. La faiblesse des structures de commercialisation des produits culturels, le manque de motivation des artistes ne jouissant depuis 1984 d'aucun statut clairement défini. À travers le Festival national des arts et de la culture, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique réveille les gloires du secteur. Orchestres, groupes de danse, de théâtre, des écrivains, bref, les professionnels du monde culturel ont près d'un mois pour revisiter le passé. La période de rajeunissement est amorcée. C'est le démarrage ou le redécollage de notre culture nationale. C'est le rajeunissement surtout de nos ensembles nationaux à travers une nouvelle génération d'artistes. Et nous revendiquons cela parce que le festival permet, n'est-ce pas, d'encourager la créativité. Du 18 août au 10 septembre 2016, 3200 artistes devront porter haut la culture nationale. La musique urbaine constitue une des innovations. En Côte d'Ivoire, il y a 10 ans, le cargo Probo Koala déversait des tonnes de déchets toxiques à Abidjan. 17 personnes sont mortes et plus de 100 000 ont été intoxiquées. Des années plus tard, les victimes demandent toujours réparation. Suivez. Ici, en lisière de la décharge d'Akwedo à Abidjan et à seulement une centaine de mètres des habitations, les premiers déchets toxiques ont été entreposés. C'était en 2006. Le premier déversement s'est passé ici. Yolande se souvient bien de l'odeur qui l'a réveillée ce jour-là. Une odeur suffocante, piquante, très très forte. On avait le vertige. On ne savait pas ce qui se passait. Et on s'est déporté dans la rue. Ah, quelle est cette odeur forte là? Les picotements dans les yeux, les vomissements, parce qu'on a commencé à vomir. Presque tous les habitants du quartier tombent malades en quelques heures. 17 morts et plus de 43 000 cas d'empoisonnement sont recensés. La veille, le Probo Koala est arrivé au port d'Abidjan, les cuves pleines d'une boue dangereuse. À bas prix et sans aucune précaution, une société ivoirienne l'en débarrasse. Les déchets sont déversés dans plusieurs sites. Aujourd'hui, ils ont été enlevés, mais pour Edouard, le poison est toujours là. Quand il pleut, on sent encore la présence des déchets toxiques. Donc cela veut dire que les plants sont contaminés et c'est tous ces produits-là qui sont reversés encore sur le marché public. De nombreuses victimes portent encore les stigmates de la catastrophe. Pour elles, il ne s'agit pas d'une simple négligence. L'armateur du cargo est responsable. Il s'agit d'une multinationale puissante qui a décidé de faire de la terre ivoirienne son dépotoir, rien que pour économiser des milliers d'euros. Voilà, ils ont choisi le crime pour l'argent. L'armateur du bateau rejette lui toute responsabilité. 10 ans après,
Des milliers de victimes espèrent toujours être indemnisées. Dans cette guerre interminable en Syrie, certains artistes ont décidé de redonner espoir. Ils ont pris l'initiative de reproduire les statues et les sculptures détruites à Palmyre par l'organisation de l'État islamique. Regardez. Le lion d'Athéna, une célèbre statue qui datait de 2000 ans. Ou encore la reine Zénobie. 40 œuvres inestimables reprennent forme à Tartous grâce à des artistes venus de toute la Syrie. Nous voulons faire passer un message avec l'art. Nous espérons que ce message apportera la lumière à l'humanité et la civilisation, et que le monde entier pourra voir ce message. Entre mai 2015 et mars 2016, l'organisation de l'État islamique occupe la ville de Palmyre, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les membres du groupe djihadiste détruisent alors des trésors architecturaux, notamment 2 temples, un arc de triomphe vieux de 1800 ans, ainsi que de nombreuses antiquités du musée. Un carnage culturel qualifié de crime de guerre par l'UNESCO. Ces statues symbolisent l'histoire qui continue et qui ne sera pas interrompue par des terroristes. Parmi les reproductions, un hommage. Cette statue représente Khaled Assaad, un archéologue, ancien directeur des antiquités de Palmyre, tué par l'organisation de l'État islamique. Les sculptures vont être présentées au public dans plusieurs grandes villes de Syrie. Aux États-Unis, pas de répit pour les pompiers de Californie. 4 incendies gigantesques sont en train de tout dévaster sur leur passage. Des dizaines de milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Plus de 80 000 personnes ont dû quitter leur maison. Suivez. C'est une tentative désespérée pour éteindre les incendies qui se répandent dans le sud de la Californie. Les efforts des pompiers sont entravés par une combinaison dévastatrice de vents violents et de végétation desséchée. À ce jour, seulement 22% de ce gigantesque incendie a été contenu. Un paysage apocalyptique où les pompiers doivent se frayer un chemin pour contenir les flammes. Le comportement des flammes, qu'en tant que pompiers nous étudions, nous y sommes entraînés. Mais le voir, c'est incroyable. 3 jours après avoir démarré pour des raisons inconnues, plus de 34 000 maisons et quelques 82 000 résidents à l'est de Los Angeles sont toujours en alerte d'évacuation. Mais beaucoup de Californiens ont refusé de quitter leur maison. Nous prévoyons d'attendre jusqu'à un certain point. Si nous apercevons à un moment donné un feu de forêt qui vient de l'ouest, nous aurons une voie d'évacuation. Les habitants qui refusent pour l'instant d'évacuer espèrent sauver leur maison. Mais les autorités mettent en garde, il est facile de sous-estimer la vitesse d'un incendie qui laisse peu de temps pour s'échapper. Nous voulons tout simplement nous assurer que les gens qui habitent dans les zones d'évacuation obligatoires quittent leur maison. C'est une question de sécurité. L'état d'urgence a été déclaré en Californie. Près de 14 000 hectares de terre sont déjà partis en fumée. Dernier point de ce journal, à Rio, les Jeux Olympiques se poursuivent aussi avec des handicapés dans le public. Une agence française de voyage, Yula, depuis 5 ans, permet aux personnes handicapées, des fans de sport, de parcourir le monde et d'assister eux aussi aux épreuves dans les stades comme Tout le monde. Reportage. Marcher sur la célèbre plage d'Ipanema, à Rio de Janeiro, c'était un rêve il y a encore quelques mois pour ce petit groupe de touristes. Une aventure qui semblait impossible pour Christophe Chopard, handicapé à 80% après un accident de voiture. Moi, disons que j'ai toujours aimé les voyages, mais ce qui m'a donné envie de voyager, c'est d'avoir des gens qui s'occupent des handicapés et puis de les mettre à travers le monde pour pouvoir un peu bouger et puis voir un peu autre chose. Malik Batsi les accompagne partout. Cela fait plus de 5 ans que ce jeune entrepreneur rend accessibles aux handicapés les grandes manifestations sportives et culturelles. Un exploit en termes de logistique dans un pays comme le Brésil. C'est vrai qu'avec notre clientèle en situation de handicap, on essaye de vraiment les mettre dans de bonnes conditions, de les déposer au plus près des épreuves, de leur éviter les problématiques de transport. Donc là, les JO, ça nous permet de bien voir tout ça, d'anticiper et de préparer les Jeux paralympiques, puisque là, on va avoir beaucoup plus de monde. Basket, handball, waterpolo, mais aussi athlétisme. Christophe est satisfait des structures olympiques. Mais ici, au stade d'athlétisme, les places réservées aux handicapés sont beaucoup trop loin. Je sais que je suis dans un stade d'athlétisme, mais je vois pas.
Après le sport, direction le shopping pour ramener quelques souvenirs de ce séjour magnifique. Là, je l'ai vu, la danse, tout ce qu'il faut, là où il faut. Dans un cadre merveilleux. Le Christ rédempteur, le pain de sucre et la folie des jeux. Ces instants resteront gravés à jamais. Maintenant, ce petit groupe n'attend qu'une seule chose, revenir ici pour les Jeux paralympiques en septembre. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à tous pour l'attention. Les programmes continuent sur Africa Today Télévision, TATV.